Jean-Louis, avant de débuter cet entretien sur le Grand Prix d'Allemagne, un petit mot sur Pirelli. Le manufacturier semble avoir réagi après le fiasco du Grand Prix de Silverstone, puisqu'il change des pneus arrière. Mais en quoi ces pneus arrière changent-ils? Alors, il va adopter pour ces pneus arrière, grosso modo, pas complètement, mais grosso modo, la conception des pneus de 2012, à savoir la ceinture en Kevlar, avec cette colle qui, justement, quand il y a une ceinture en Kevlar, ne se décolle pas, et des épaulements légèrement différents. Il faudra attendre la Hongrie pour, donc à la fin du mois de juillet, pour avoir les pneus 2013 définitifs tels que les pilotes et les équipes le souhaitent désormais maintenant, puisque la FIA l'a imposé. Cette solution, elle est intermédiaire, mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois, il faut fabriquer entre 1800 et 2000 pneus pour chaque Grand Prix, et que chez Pirelli, on ne peut pas mettre tout le monde Pirelli sur les dents pour faire 2000 pneus de F1. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut adopter cette solution intermédiaire, je le répète. Je veux juste rajouter que Pirelli a donné des précisions sur le fait que certaines équipes montaient les roues à l'envers, c'est-à-dire l'intérieur étant à l'extérieur pour avoir un épaulement intérieur qui résiste mieux. En ayant l'air de se plaindre un peu, je veux tout de même rappeler que quand Mercedes a fait ses fameux essais privés planqués qui ont tout déclenché, Pirelli leur a demandé d'essayer de mettre des pneus à l'envers aussi. Donc il faut savoir raison garder dans cette affaire. Voilà, maintenant je crois que c'est enterré. Pirelli a bien réagi. La FIA aussi a bien réagi en imposant sa loi. On n'a pas beaucoup entendu la forme de Bernie Ecclestone, et c'est tant mieux. Voilà, on peut redémarrer sur des nouvelles bases. Il était temps, on est bientôt à la demi-saison. Alors justement, cette demi-saison qui se marque avec le Grand Prix cette fois-ci, cette année, au Nürburgring et non plus à Hockenheim, est-ce que c'est un circuit que les pilotes apprécient plus que l'autre? C'est un circuit un peu comme Manicourt, ce Nürburgring, c'est-à-dire très technique pour les pilotes, moins amusant pour les spectateurs. Il n'y a pas vraiment d'endroit très difficile. C'est une moyenne d'un peu tout. D'ailleurs, il y a deux chiffres le prouvent. Il y a autant de virages au-dessus de 250 km/h que de virages au-dessous de 100 km/h. Voilà, l'équilibre est parfait. Et donc, c'est plutôt un peu monotone. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc la voiture, globalement, elle sera réglée? Alors, il faut une voiture réglée assez basse sur le sol. Le revêtement est très bon. Très dur même en suspension, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut des changements de cap extrêmement rapides, extrêmement vifs, parce qu'il y a des pif-paf, souvent à haute vitesse, surtout le dernier pif-paf, le seul endroit où on monte sur les vibreurs, les autres on ne monte pas sur les vibreurs, donc on peut la régler très bas cette voiture, les freins sollicités moyennement, le moteur aussi moyennement, il n'y a pas vraiment de choses extraordinaires. J'en viens maintenant aux ailerons. Bien, l'appui aérodynamique, c'est, je dirais, Silverstone plus. Il en faut, comme Silverstone, mais un peu plus quand même, pour certaines courbes. Voilà, c'est des voitures, je crois, assez simples à régler, mais amusantes sans doute à piloter pour nos amis les pilotes. Alors justement, à propos des pilotes, on sait que chez Mercedes, ils sont plutôt en grande forme en ce moment. Est-ce que vous pensez que le Nürburgring est un circuit sur lequel ils peuvent s'imposer? Oui, pourquoi pas? Parce que même s'il va faire chaud, et Mercedes a des problèmes quand il fait chaud, c'est toujours quand même un peu plus frais. Hein. On est en altitude, il ne fait pas toujours très beau, la montagne c'est donc un peu différent. Je pense que leur problème de surchauffe des pneus ne va pas les handicaper comme d'habitude. Et je pense qu'effectivement, ils sont sur une pente ascendante. Ils sont passés à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs de Formule 1 devant Ferrari. Donc ça marque aussi. Alors maintenant, ce qu'on va voir chez Mercedes, c'est à qui le tour? Est-ce que Nico Rosberg va continuer à s'imposer et emporter une troisième victoire, en tout cas être devant Hamilton, ou bien est-ce que Lewis Hamilton va réagir? Il l'avait fait magnifiquement en Grande-Bretagne avec une pole position extraordinaire. Malheureusement, on sait que les pneus n'ont pas été de son côté, et donc ça a ruiné sa course. Pour finir, Jean-Louis, une dernière question qui n'a pas attrait au Grand Prix du Nürburgring, mais plutôt à la victoire de Sébastien Loeb à Pikes Peak, et je crois que vous vouliez un peu parler de ce sujet. Oui, pour montrer que quand même la performance était vraiment extraordinaire, non pas tellement dans le pilotage ou dans la voiture, mais plutôt dans le courage de Sébastien Loeb, parce que il est sur l'asphalte complètement. Le tracé avant c'était mi-asphalte, mi-terre. Là c'est sur l'asphalte, donc c'est très rapide, et plus vous montez, plus les précipices sont vraiment conséquents. Et je pense que c'est là, sur ce plan-là, que je tirerai mon chapeau à Sébastien Loeb. Je ne voudrais pas oublier, dans mes hommages, naturellement, Harry Vatanen, 1988, c'est-à-dire il y a 25 ans, qui lui avait fait une performance absolument extraordinaire. Et à l'époque, je donne les temps, 8 minutes 10 secondes pour Loeb, 10 minutes 40 secondes pour Vatanen, avec une voiture moins puissante, moins élaboré, 25 ans ça fait beaucoup, hein, dans les voitures ça a beaucoup évolué depuis le temps, et puis surtout il y avait 4 minutes et des poussières sur la terre.
Donc je peux ne mettre que dans un seul hommage Vatanen, Loeb, je n'oublie pas Michel Mouton et Walter Röhrl, qui ont été ces Européens qui ont vraiment dominé Pikes Peak.